Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Fugy, qui est député du Rhône. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. On se connaît, on se tutoie, ça va aller plus vite et on va aborder les problèmes plus directement. Jean-Luc, tu as souhaité venir ici donc sur ce sommet. Qu'est-ce que tu as senti dans la relation entre les éleveurs et les politiques présents ? Alors, les éleveurs sont en attente de l'action des politiques et notamment sur la question actuellement, l'élevage est beaucoup touché par différentes crises sanitaires que l'on voit de plus en plus souvent, malheureusement qui impactent de plus en plus durement nos élevages, que ce soit actuellement avec la fièvre catarrhale ovine par exemple qui touche évidemment les cheptels d'ovins mais aussi de bovins. Et puis régulièrement on a des soucis donc avec la grippe aviaire, les risques avec la MHE, la peste porcine africaine, etc. Et donc nos éleveurs attendent qu'on fasse évoluer la situation, je dirais, en termes à la fois d'aide, mais aussi peut-être de prophylaxie, le futur. Et donc ça, il va falloir y travailler, ça me paraît important. Ce que tu veux dire, c'est qu'on va avoir de plus en plus d'épizooties et que quelque part, il faut s'y préparer. En tout cas, ces épizooties, en effet, on en a de plus en plus souvent et surtout, elles sont de plus en plus violentes. Et puis, avec les évolutions climatiques, on voit que ces épizooties, ces maladies vectorielles qui sont liées bien souvent à des insectes qui transmettent les maladies, ce sont des maladies vectorielles. On s'aperçoit qu'avec les changements climatiques, elles évoluent. On voit qu'en altitude, on est de moins en moins protégé. Et donc, il va falloir s'adapter. Et pour s'adapter, il va falloir peut-être avoir des stratégies vaccinales, de soutien qui sont différentes de celles que l'on a jusqu'à aujourd'hui. Peut-être même penser ceci à l'échelle européenne. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai l'impression que les éleveurs, ils en ont un petit peu marre du Mercosur, des clauses miroirs qui n'arrivent pas, enfin, des protections dont ils parlent depuis longtemps, qui ont l'air simples, évidentes, et que le politique n'arrive pas à mettre en place ou à faire respecter. Alors, il faut distinguer deux choses. Là, quand on parle par exemple du Mercosur, on est sur la partie commerciale, etc. Moi, je m'étais exprimé dès 2019 publiquement sur le Mercosur. J'y suis totalement opposé parce que, évidemment, là, on serait en concurrence avec des pays qui ne respectent absolument pas les mêmes règles que nous. En revanche, sur la partie biosécurité sanitaire, donc sanitaire animal, dont on parle un petit peu beaucoup dans ce sommet de l'élevage, déjà parce que c'est le sommet de l'élevage et en plus parce que ces crises existent, ces épizooties sont là. Je crois qu'ils ont parfaitement raison d'être exigeants avec nous et je pense même qu'on doit nous aussi, alors j'allais même dire que nous-mêmes, l'ensemble des concitoyens, on doit être exigeants avec nos éleveurs. C'est peut-être paradoxal ce que je veux dire par là. Je veux dire par là qu'il faut qu'on les amène à aller sur le chemin d'une prise en charge complète et peut-être d'une évolution dans la démarche. Et je pense notamment à la problématique de la vaccination, qui est aujourd'hui la seule protection dont on dispose par rapport à ces différentes maladies. Et donc je crois qu'il faut que l'État soit au rendez-vous avec une prise en charge très importante, très massive. Mais il faut aussi que les éleveurs soient au rendez-vous en s'inscrivant dans ces démarches-là, parce que le premier laboratoire du vivant où il y a des risques donc, autour de ces épizooties, c'est la ferme, c'est l'élevage. Et donc, je crois qu'il faut qu'on entraîne l'ensemble de nos éleveurs. Donc, je pense qu'en fait, on a tous un pas à faire les uns vers les autres. Par contre, avec l'idée derrière que c'est une question de souveraineté alimentaire. Et donc, on doit travailler ensemble en pensant que c'est un sujet national qui ne concerne pas que les éleveurs, il concerne l'ensemble de nos concitoyens puisqu'ils sont tous des consommateurs. Oui, mais tu as raison, mais mets-toi à la place de l'éleveur. Il se dit, bon, ça c'est simple, on nous parle de souveraineté, ok, pas de problème, sauf qu'avec le CETA, on importe des moutons de l'autre bout de la planète, enfin, etc. On n'est pas CETA, cohérent. c'est avec le Canada. Hein. Oui, pardon, avec tous les traités de la Nouvelle-Zélande, on importe des moutons de Nouvelle-Zélande, enfin, il y a un manque de cohérence. Et puis d'un côté de bon sens paysan. Oui, alors le bon sens paysan d'ailleurs au passage, il commence aussi dans le choix que font nos concitoyens quand ils achètent. On peut aussi dire à un moment donné que si sur un étalage il n'y a que du mouton de Nouvelle-Zélande, eh bien on ne l'achète pas. On achète autre chose à la place. C'est aussi une manière de procéder. Il ne s'agit pas de dégager en touche le sujet. Mais simplement, je pense aussi que nos concitoyens doivent être de plus en plus exigeants en termes de qualité, de traçabilité et aussi doivent faire des choix. Et dans ces choix-là, je pense qu'ils doivent orienter de plus en plus leurs achats sur des produits agricoles français et notamment dans le domaine de la viande. Même si on sait qu'on n'est pas autosuffisant, on l'est pour le porc par exemple, on ne l'est pas pour le mouton.
On est bien d'accord. Donc, évidemment, selon les secteurs, on ne l'est pas pour le poulet. Donc, c'est vrai qu'on doit aussi se poser la question de savoir si on installe plus de production. À ce moment-là, c'est aussi une orientation, ce qui permet d'ailleurs de faire le lien avec le projet de loi d'orientation agricole, qui est un projet de loi dans lequel on veut faciliter l'installation de jeunes agriculteurs, de nouveaux agriculteurs, pas nécessairement que des jeunes d'ailleurs, des gens qui se réorientent. Pourquoi? Parce que dans les 10 ans qui viennent, 50% des exploitants actuels vont partir à la retraite. Et en plus, on voit qu'on a des problématiques de production dans certains secteurs. Ce projet de loi d'orientation agricole dont tu parles, ils y ont cru, ils l'attendaient, il devait arriver. Il a été voté, adopté au mois de mai à l'Assemblée nationale. Il faut maintenant, je fais partie des parlementaires qui l'ont dit au nouveau Premier ministre, et le nouveau Premier ministre d'ailleurs l'a dit dans son discours de politique générale, il va reprendre ce projet de loi, demander au Sénat de travailler dessus, puisqu'il a d'abord été travaillé à l'Assemblée nationale, maintenant d'être travaillé au Sénat, avec peut-être le nouveau Premier ministre qui voudra, avec sa ministre, y mettre des choses en plus, en tout cas le faire évoluer, et ensuite il reviendra dans la discussion avec l'Assemblée nationale, et j'espère que tout ceci sera, si je peux m'exprimer ainsi, réglé d'ici le prochain Salon international de l'agriculture de Paris. Je pense qu'il faut se fixer une date limite. Oui, pas avant le début de l'année prochaine. Avec tout ce qu'il y a à voir là, dans le calendrier parlementaire, il y a peu de chances quand même. Oui, mais je pense que dans ce calendrier parlementaire, autour des questions budgétaires, il faut impérativement qu'il y ait aussi de la place pour le projet de loi d'orientation agricole. En tout cas, ça fait partie de ce que je demande de moi et que je pense que beaucoup de parlementaires souhaitent. Laurent Duplon, parlons-en, sénateur, il disait, mais déjà, adoptons des décrets. On peut accélérer les choses en prenant des décrets sur pas mal de points sur lesquels on est tous d'accord. Oui, il a parfaitement raison. Il y a des mesures. Alors, depuis le mois de janvier, la crise agricole, il y a eu des mesures qui ont été prises. Et l'ancien Premier ministre Gabriel Attal avait été très offensif et donc en première ligne sur le sujet et avait fait avancer le sujet, notamment à travers ce projet de loi, mais aussi, par exemple, la question du GNR, qui fait que depuis le mois de juillet, maintenant, on n'attend pas l'année d'après pour avoir le retour fiscal sur le GNR. On a la déduction dès le départ sur le gazole non routier agricole. Et il y a un certain nombre d'autres mesures qui ont été prises, mais c'est vrai qu'on doit pouvoir en prendre d'autres assez rapidement par décret. Ça relève d'un choix que fera la nouvelle ministre de l'Agriculture. Elle est arrivée il y a 10 jours, peut-être lui laisser le temps de prendre en main tous les dossiers. Mais ensuite, on a aussi, on le sait, des sujets qui dépendent de ce projet de loi. Et je pense vraiment qu'il faut qu'en début d'année 2025, je dirais pour les 1 an, de la grande crise agricole de janvier dernier, il faut que l'essentiel des attentes agricoles, on y ait répondu. Sinon, ce sera problématique. Toute dernière question, un autre sujet qui n'a pas beaucoup avancé, quoique, c'est un sujet sur lequel tu t'es engagé personnellement. À une époque où peu de gens s'engageaient, tu es scientifique à la base, tu t'es engagé sur le débat autour du glyphosate, tu t'es engagé sur l'approche scientifique à une époque où c'est vrai qu'il y avait un peu d'ésotérisme dans les choix. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup progressé. Alors, on progresse quand même sur la connaissance et la compréhension de tout ce qui est les produits phytosanitaires, etc. etc. D'ailleurs, il y a aussi la partie technique, comment on fait évoluer, comment on protège aussi celles et ceux qui travaillent les produits phytosanitaires. Et dans ce cadre-là, moi, j'ai fait voter en 2018 une expérimentation pendant 3 ans pour pouvoir utiliser des drones pour donc traiter les arbres fruitiers et les vignes, notamment en pente. Dans les pentes, cette expérimentation s'est montée plutôt concluante et du coup, je viens de déposer cette semaine à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour pérenniser donc, cette expérimentation et faire en sorte que, à travers l'utilisation des drones, on puisse aller vers l'épandage de produits reconnus en haute valeur environnementale ou dans l'agriculture biologique, mais en plus, ça permettra de réduire la pénibilité du travail pour nos employés agricoles, c'est très important, et ça permettra de mieux maîtriser les quantités de produits. Donc en fait, je suis en train de dire que cette agriculture de précision, cette agriculture qui tient compte des nouvelles technologies, eh bien, il faut la faire évoluer, mais il faut aussi faire évoluer le cadre législatif, et c'est ce que je propose avec cette proposition de loi que j'espère faire étudier dans les mois qui viennent. Et justement, pour être précis, ça sera une expérimentation ou ça sera un droit? Ce que je propose dans cette proposition de loi, c'est que tout ce qui est terrain en pente, ça devienne un droit et qu'on poursuive la partie expérimentale sur les terrains non pentus. Parce qu'on n'a pas encore vu ça sur des céréales en grande surface, etc. Et tout ça, il faut y aller pas à pas. Mais je crois que le rôle des législateurs, c'est justement d'accompagner le monde agricole dans ces évolutions. Et c'est ce que je vais m'attacher à faire à travers cette proposition de loi. Et peut-être qu'elle évoluera au vu, évidemment, du débat parlementaire. Jean-Luc Fugit, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et merci à vous.